Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale sur Africa 24. Ce 20 mai sera célébrée la fête nationale de l'unité au Cameroun. À cette occasion, nous vous proposons un bilan des grandes réalisations de ces dernières années, les réalisations politiques et économiques, mais aussi les défis sécuritaires que doit relever le pays. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos invités, Monsieur David Johnson, vous êtes professeur d'université, bienvenue. Merci, bonjour. Et également avec nous, Simon Tedega, vous êtes consultant en politique et stratégie de défense, également écrivain, bienvenue. Merci. La fête nationale du Cameroun, appelée aussi Fête de l'Unité, célébrée tous les 20 mai. Elle marque la naissance de la République unie du Cameroun et la fin du système fédéraliste. C'était en 1972. Depuis, le pays s'est doté de plusieurs institutions. On peut citer le Conseil constitutionnel ou encore le Sénat. Un sujet de la rédaction. Lors de son accession à l'indépendance en 1960, le Cameroun se dote d'une constitution à vocation pluraliste. La constitution du 2 juin 1972, révisée le 18 janvier 1996, permet la création du Conseil constitutionnel qui ne verra le jour que le 7 février 2018. Quant au Sénat, chambre haute du Parlement camerounais, créé toujours par la Constitution de 1996, il est mis en place en avril 2013, suite aux premières élections sénatoriales tenues le 14 avril de la même année. Nous sommes une république laïque et démocratique. Nous avons une vie publique qui subit aussi les variations de rapport de force. Nous sommes dans une année électorale qui fait que ce temps de démangeaison prépare les élections et d'autres pensent qu'il faut passer par d'autres voies pour renverser l'ordre. Mais l'ordre doit rester républicain. Si tout le monde voulait s'investir dans la construction du bien-être social bien partagé, solidaire et fondé sur le respect des autres, l'égalité, la fraternité et la liberté, on va faire un cheminement évolutif, les institutions vont progresser et les individus avec. Cependant, l'opposition camerounaise dénonce le système politique du pays. Il faut dire que les membres du Conseil constitutionnel sont tous nommés par le président de la République pour un mandat de 6 ans renouvelable, tandis qu'au niveau du Sénat, qui a entamé sa deuxième mandature de son histoire le 24 avril 2018, il est composé de 100 sénateurs, dont 87 sont issus du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. En fait, ce sont plus précisément 57 sénateurs élus et 30 issus du RDPC, nommés par le président Paul Biya. Il y a un étouffement de pouvoir, de deux autres pouvoirs par un seul, qui est le pondérant, qui est le pouvoir exécutif, à la tête duquel se trouve le président de la République, qui s'est constitué une place dans un environnement où on n'arrive même pas à déceler le régime. Au niveau de la justice, il a la main mise sur la justice. C'est lui qui contrôle le Conseil supérieur de la magistrature. Il contrôle finalement le Conseil constitutionnel parce qu'il a dépouillé le Conseil constitutionnel en 2008. Et ça s'était passé très rapidement par son levier d'indépendance, qui était le mandat de 9 ans. La prochaine élection présidentielle au Cameroun devrait se tenir en octobre 2018. Le président Paul Biya briguera un 7e mandat pendant que d'autres candidatures s'annoncent progressivement, comme celle de Joshua Ossi du Social Democratic Front ou encore de Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. David Johnson, on l'a vu dans ce sujet, l'utilité même de ces institutions est mise en cause par l'opposition camerounaise. Le Conseil constitutionnel et le Sénat, est-ce que ce sont des institutions nécessaires selon vous ? J'adopterai une approche tout à fait différente. L'approche est relative aux institutions. Il y a des institutions qui sont des institutions extractives et d'autres des institutions qui sont des institutions inclusives. Donc il est nécessaire de se rendre compte que lorsque vous avez des institutions inclusives, il y a la participation et au service du développement. Alors qu'il y ait pléthore d'institutions et que la mission de ces institutions ne soit pas bien définie, alors ça me pose problème. Et je dois dire de manière beaucoup plus générale, puisque ce problème est analogue à tout ce qu'on rencontre au niveau du continent africain, que la plupart des institutions qui ont été créées ou qui ont été maintenues possèdent une certaine forme d'hystérèse des missions qui a été préalablement définie lors de la période coloniale. Donc rien n'a changé fondamentalement par rapport à cela, et c'est ça qu'il est important de retenir. Simon Tedega, ces institutions, elles vous semblent utiles ? L'opposition indique
que ces institutions sont quand même budgétivores, qu'elles coûtent cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux choses à dire. La première, c'est que est-ce que ces institutions ont été prévues par la Constitution de 1996? La réponse est oui. Donc pour certains, elles arrivent très tard. Est-ce qu'elles sont efficaces pour le développement du Cameroun? Là, j'en doute. Je pense que nos pays, et là, puisque nous parlons du Cameroun, nous n'avons pas besoin de beaucoup de représentants pour faire avancer les choses. Je pense qu'il y a des pôles d'intérêt qui sont beaucoup plus importants que de savoir qui est président du Sénat, qui est vice-président, qui est président de la Cour constitutionnelle et qui ne l'est pas. Voilà. Moi, je pense que, comme dit le professeur, je crois qu'il faudrait, et ça c'est vrai pour toute l'Afrique, c'est de voir quelles sont les institutions qui sont nécessaires au développement de l'Afrique. Je pense que la question se pose. Alors, David Johnson, ces institutions ont été annoncées comme devant permettre de renforcer le processus démocratique. Or, le président de la République nomme 30 sénateurs et nomme la totalité des membres du Conseil constitutionnel. Est-ce que cela ne pose pas un problème? Mais le problème, nous venons, et M. Teda l'a rappelé, et je l'ai dit il y a un instant, on parle en fait de le problème de l'efficacité et l'efficience. L'efficacité de l'institution, ça doit être dans le cadre d'une vision préalablement définie par rapport à une mission. Donc si cela n'est pas défini, ça pose problème. L'efficience, c'est les rapports de coûts. Donc M. Teda vient de rappeler qu'il y a en fait pléthore de membres. Donc nous répondons trivialement à la question que vous êtes en train de nous poser. Elles sont contre-productives en l'état actuel par rapport à la mission, elles sont inefficientes au regard des budgets qu'elles engendrent et qu'elles consomment. Donc je pense que aller au-delà et répéter, ce serait tautologique et qui n'apporterait pas grand-chose. Simon Tedgamel, ne sont-elles nécessaires quand même en termes d'équilibre et de partage des pouvoirs, ce Sénat, ce Conseil constitutionnel? Oui, mais d'équilibre, de quel équilibre maintenant parlez-vous? C'était l'équilibre entre les amis, c'est de nommer un petit peu pour satisfaire tous les villages, toutes les villes, en fait tout. Non, je pense qu'il faudrait voir les choses de façon beaucoup plus objective et choisir vraiment ce qu'il faut pour avancer, pour se développer. Parce qu'en fait, le but, c'est ça. Le but, c'est l'émergence. Alors, pour émerger, il faut remplir quelques conditions, et parmi lesquelles, éviter la gabegie et faire en sorte que tout ce qui est institutionnel serve à quelque chose, serve à ce développement-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que vous voulez dire qu'il faudrait supprimer ces institutions ou les transformer ou mieux définir leur mission? Il faudrait peut-être, puisqu'elles sont là, définir leur mission, redéfinir leur mission et peut-être choisir les gens autrement que par nomination. En quoi n'ont-elles pas été bien définies, par exemple, ces missions? Si on prend l'exemple du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a quel rôle exactement? Quel est son rôle? On se pose la question, quel est le rôle du Conseil constitutionnel? Puisque, et là, je pense que vous avez bien écouté dans l'extrait, que le président a tous les pouvoirs sur le Conseil constitutionnel. Donc, pourquoi un Conseil constitutionnel si c'est le président qui, en fin de compte, va décider? David Johnson, vous partagez cet avis? Oui, je partage l'avis. Ce que je voulais dire essentiellement, lorsqu'on crée des institutions, c'est naturellement pour regarder l'efficacité de la démocratie. C'est également pour résoudre le problème de l'indépendance, éviter ce qu'on pourrait appeler comme une concentration de pouvoir. Or, à la lumière de ce qui vient d'être illustré, il y a cette concentration de pouvoir qui est manifeste. Donc, c'est contre-productif. Alors, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il faille supprimer les institutions. Nous mettons en exergue la nécessité de dépoussiérer, de reconfigurer et de déterminer une mission ou des missions à l'égard à des visions, mais au service du développement. C'est ce dont nous parlions, c'est tout. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de pérorer davantage là-dessus. Alors, sont-elles efficaces pour le moment? Nous disons non. Sont-elles indispensables? Non. Nous disons non, absolument. Alors, justement, le Sénat, on va prendre l'exemple du Sénat. Qu'est-ce qu'un Sénat efficient, qu'est-ce qu'un Sénat efficace? Alors, on dit la pédagogie est l'art de la répétition, peut-être. La pédagogie est l'art de la répétition. D'abord, est-ce que le Sénat est nécessaire? C'était la première question que nous étions en train de poser. Si il y a la volonté du peuple de dire que nous avons besoin de cette institution, comment nous nous prenions pour définir l'objectif, la vision, la mission et le nombre des membres,
la cardinalité des membres participant à cette institution. Alors, posé comme ça ex abrupto, que faut-il entendre par un Sénat efficace et efficient? Je crois qu'il y a des métriques qui existent de par le monde pour regarder relativement au budget, relativement à ce qui est nécessaire de faire de mieux, et on pourrait là à ce moment s'en inspirer pour définir effectivement ce que je pourrais dire des institutions modèles ou un Sénat modèle. Simon Tedga, de quel exemple, quels pourraient être les exemples justement en termes d'efficacité du Sénat? Je vous fais remarquer que le Sénat français est en train d'être dégraissé, pardonnez-moi le mot, c'est qu'on est en train de diminuer le nombre de sénateurs en France. Ça veut donc dire quelque part qu'on ne trouve pas au Sénat des grandes vertus pour un pays développé. Vous imaginez alors pour un pays comme le nôtre où on a l'habitude de bavarder, parce qu'en réalité c'est une deuxième chambre, il y a une assemblée au Cameroun. Alors à quoi sert une deuxième chambre au Cameroun? La question se pose. Alors pour le Conseil constitutionnel, l'opposition qui exige toujours la transparence des élections et des résultats. Est-ce que la Cour constitutionnelle n'est-elle pas la garante justement de ces exigences? Mais elle est à la botte. Elle est à la botte du pouvoir exécutif. Oui, c'est-à-dire il faut se rendre à l'évidence. Qu'elle n'est pas. Et peut-être les observations que vous êtes en train de faire. Est-ce que nous sommes dans un cadre normatif où, dans un cadre normatif, les institutions qui seraient créées devraient fonctionner par rapport à ce cadre normatif. Mais ici, nous ne sommes pas dans un cadre normatif où il s'agit en fait d'identifier ce qui se passe sur le terrain. Le reportage met en évidence que c'est le chef de l'État qui norme, etc. Donc on recherche une certaine forme d'autonomie, d'indépendance des institutions pour qu'elles puissent rendre la démocratie beaucoup plus. Voilà. Mais c'est là, les raisons. En tout cas, les conditions ne sont pas réunies pour parler de l'efficacité de ces institutions. Il faut le dire de manière objective et sans attaquer directement le gouvernement. Non, et c'est pas ça. La question, et ces institutions ont été créées, même la notion d'État-nation, c'est pour servir le peuple et le développement. Actuellement, c'est des intérêts grégaires qui partagent effectivement ce qu'on pourrait appeler une rente monopolistique, mais en fait les infrastructures de base, la production de ce qu'on appellerait des externalités positives ne fonctionnent pas. Donc on aura l'occasion de revenir sur le volet économique. Alors justement, nous avons évoqué l'évolution politique du Cameroun. Intéressons-nous maintenant à l'évolution économique. Le Cameroun reste en Afrique centrale le seul pays membre de la CEMAC dont l'économie a affiché une forte résilience face à la crise née de la chute du prix des matières premières. Considéré comme le grenier de la sous-région, le pays a d'ailleurs vu augmenter ces dernières années le volume de ses investissements publics mais aussi étrangers. Un sujet de la rédaction. Longtemps parmi les pays les plus prospères du continent africain, le Cameroun a vu son économie au ralenti en 1994, année de la dévaluation du franc CFA, précédée par une diminution drastique des salaires de 70%. Mais rapidement, le pays renoue avec la croissance. Son produit intérieur brut, qui était environ de 42,752 milliards de dollars en 2009, représente aujourd'hui la moitié de celui de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ce qui lui confère une place importante au niveau régional. Vint ensuite la période de la crise née de la chute des matières premières qui a affecté l'ensemble des pays de la sous-région, excepté le Cameroun, dont l'économie a su afficher une forte résilience durant cette crise. Ces deux décennies-là, on peut quand même dire qu'on a touché le froid et le chaud. Parce que quand vous retournez dans les années 90 jusqu'en 96, on était resté encore dans les fourches codines des mesures d'ajustement structurel imposées par les bailleurs de fonds internationaux, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le Cameroun a signé les premiers programmes d'ajustement structurel avec ces institutions en 1986. Donc 10 ans plus tard, nous sommes en 1993. On a évolué également après ces plans d'ajustement structurel. On a signé également des documents en rapport avec ce qu'on appelait les DAS, documents d'ajustement. Dimension sociale de l'ajustement, parce qu'en fait, l'ajustement ne s'est occupé que du côté macroéconomique. Tout ce qui était microéconomie, tout ce qui était création d'emplois, tout ce qui était préservation de l'harmonie dans la famille,
l'ajustement en avait vécu. Ces dernières années, le volume des investissements, qu'ils soient publics ou directs étrangers, a augmenté. Lors du deuxième trimestre de l'exercice 2017, l'INS, Institut national de la statistique, rapporte dans une publication des comptes trimestriels que l'investissement total durant cette période avait atteint 12,6%, impulsé par une forte augmentation des investissements du secteur public, représentant 42,8%. Aussi, à l'issue du premier trimestre de la même année, le volume de crédit accordé aux acteurs économiques par les banques locales avait augmenté de 28,9% comparé à la même période de 2016. Ces financements à l'économie sont passés de 2440,9 milliards de francs CFA en mars 2016 à 3145,8 milliards de francs CFA en mars 2017, soit une augmentation de plus de 700 milliards de francs CFA. Que vous regardez le secteur de la téléphonie, il y a à peu près 4 partenaires, il y a, 4 opérateurs, et le Cameroun est là-dedans tout seul. Et qui ne fait même pas dans la téléphonie par GSM mobile. Nous sommes restés dans une technologie vieillotte, surannée, qu'on a appelée la technologie CDMA. Les autres, maintenant, c'est les étrangers. Là, ça fait un investissement direct étranger. Quand vous regardez dans le secteur de la cimenterie, par exemple, pendant pratiquement 30-40 ans, nous n'avions qu'une seule cimenterie qui était l'œuvre sans publicité. Ça s'appelle Lafarge. Et au Cameroun, ça s'appelle Cimencam. Depuis 2012-2013, il y a des projets qui ont été lancés dans ce sens-là. Et depuis pratiquement 2 ans, nous avons 3 nouvelles cimenteries qui sont toujours l'œuvre des investissements directs étrangers. L'économie camerounaise repose essentiellement sur les ressources naturelles agricoles, forestières, minières et pétrolières. Simon Tedga, comment expliquer que le Cameroun ait aussi bien résisté à cette crise liée à la chute du prix des matières premières? Ce sont les atouts du Cameroun. Le Cameroun est un pays humide, comme on dit. C'est un pays où il tombe de l'eau tous les jours. Tu as une partie équatoriale qui est riche. C'est la forêt du Congo. C'est la grande forêt. Vous avez au nord le Sahel qui a un climat qui permet de faire certaines cultures que d'autres pays qui sont essentiellement des pays de l'équateur ne peuvent pas faire. Donc, comme on dit souvent, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc, tous les atouts qu'on peut trouver dans les pays africains se trouvent au Cameroun. Donc, il serait presque anormal que le Cameroun ne résiste pas à une chute du prix de matières premières. Je crois que ça, c'est le pétrole souvent qui joue yo-yo un petit peu pour créer des difficultés à nos économies, enfin des économies qui dépendent en majorité du pétrole. C'est le cas du Cameroun. Mais je dirais quand même que quand on parle de résilience, je crois qu'il faut plutôt voir l'inclusivité de cette résilience. Est-ce que cette résilience, elle est ressentie par la population? Est-ce que les gens ont l'impression que ça va? Est-ce qu'ils ont l'impression que ça va mieux chez eux qu'à côté? Alors la réponse, c'est non. Alors pour revenir à cette résistance, David Johnson, alors tout de même, on parlait d'atouts, mais dans les pays voisins, dans les autres pays de la CEMAC, la résistance, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Certains États ont été parfois obligés de réduire leurs enveloppes budgétaires jusqu'à 20%. Le Cameroun, lui, a plutôt augmenté. Pourquoi cette différence au sein même de la même sous-région? Je voudrais d'abord aller beaucoup plus loin. Il faut, à un certain moment, pour pouvoir répondre à des problèmes locaux, faire des grandes envolées. Nous parlions de la résilience, mais en fait le Cameroun est en dessous de la frontière des possibilités, n'est-ce pas? L'exemple même typique, c'est que le PIB par personne est de $1000, n'est-ce pas? Alors que la Corée du Sud fait $29 000 par personne. Donc vous avez 290 fois, alors que la Corée du Sud est partie en 1964 avec le même niveau de PIB que celui du Cameroun. Voilà le contexte général par rapport auquel il faille présenter le problème. Si on veut jouer dans la cour des petits, c'est pas une bonne métrique que dire que le Cameroun résiste par rapport à ses voisins. Le Cameroun a beaucoup plus de possibilités. Et ces possibilités sont des possibilités intellectuelles, sont des possibilités au niveau des ressources naturelles, ce sont des possibilités plurielles qui sont sous
sous-utilisé. C'est ça la question de fond. Donc, l'inexistence d'une politique industrielle fait que finalement, nous sommes en train de gagner des revenus marginaux et donc il n'y a pas une croissance qui est une croissance inclusive. Donc, on le ressent très bien d'ailleurs. C'est ça qui a pour effet d'induire ce qu'on verra au niveau de la troisième partie par rapport aux crises que l'on vit, par rapport à Boko Haram, etc. Donc, le réel problème, existe-t-il une politique industrielle qui doit permettre de valoriser les ressources endogènes et de permettre au Cameroun d'être un modèle pour les autres pays? C'est ça la question fondamentale. Alors, Simon Telinga, on va en parler de ce défi de l'industrialisation, mais pour revenir aux atouts dont vous parliez tout à l'heure, certains spécialistes estiment que le Cameroun peut se targuer d'une économie diversifiée, agriculture, sylviculture, construction. Vous êtes d'accord avec ça? C'est son point fort, cette diversification? Ben oui, bien sûr que le Cameroun est, par rapport à ses voisins, si vous allez au Gabon, vous allez en Guinée équatoriale, Centrafrique ou le Tchad, enfin Centrafrique encore qu'il y a beaucoup de difficultés, et le Tchad, ce sont des pays qui vivent grâce à une rente, la rente pétrolière. Pour le cas du Cameroun, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une forêt, une vaste forêt, qui est même sous-exploitée en réalité. Parce que le Cameroun est un pays essentiellement agricole. Hein. C'est 69%. Et les services et l'industrie ne vient qu'à 8%. Et c'est ce que dit le professeur, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de marge, beaucoup de choses à faire au Cameroun sur le plan industriel. Je veux le rassurer un petit peu parce que le Cameroun a un programme quand même d'industrialisation, mais qui achoppe sur certaines choses. Vous savez, pour mener à bien un programme, il faut que vous ayez des hommes qui sont intègres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la corruption, les détournements de fonds, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, vous n'aboutirez pas. Mais en fait, le Cameroun est actuellement devant le défi énergétique. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on va vous dire du Cameroun, c'est la construction des barrages. Il y a énormément de barrages qui sont en construction, d'autres sont même terminés. On attend donc que le Cameroun ait suffisamment d'électricité, suffisamment d'énergie pour que décolle son industrie. Mais je pense que là, il faudra jouer sur d'autres tableaux, surtout sur la gouvernance, sur les hommes qu'on va mettre qu'on doit mettre au poste de décision. Je pense que le problème camerounais aujourd'hui, c'est l'homme camerounais. Quel est l'homme à qui on peut confier une grande réalisation? C'est ça le vrai problème. David Johnson, vous parlez de ce défi de l'industrialisation. Quels sont les freins à cela? Est-ce que c'est l'insuffisance des capitaux? Est-ce que c'est la faiblesse du marché intérieur? Est-ce que c'est un manque de main-d'œuvre qualifiée? Qu'est-ce que c'est d'après vous? Toutes les raisons que vous venez d'évoquer se conjuguent, mais ça va au-delà. Lorsqu'on parle de politique industrielle, il ne faudrait pas simplement croire qu'elle se réduise à la manufacture. La politique industrielle est quelque chose de beaucoup plus global. Elle peut entendre l'industrie au sens anglais du terme. Les services sont une industrie. Il y a de l'industrie financière, il y a de l'industrie pharmaceutique, etc. Donc lorsque j'évoquais le problème de la politique industrielle, j'entendais effectivement que la politique agricole peut être un élément également qui participe de cette politique industrielle. Cela dit, revenons. J'ai encore évoqué que le Cameroun est en dessous de ses frontières de possibilités. C'est ça la question fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a du délestage au Cameroun, bien que mon collègue vienne de dire qu'il y a des barrages qui se construisent, etc. Mais il y a du délestage qui sont encore au Cameroun. D'accord? Absolument, non, mais je confirme. C'est-à-dire que les barrages ne sont pas encore fonctionnels. Hein. Ils ne sont pas tous construits. On n'a pas encore atteint le gap qu'il faut pour que... et même après les barrages, est-ce qu'il n'y aura pas de coupure? Je me pose la question. D'accord, mais cela... De la question de la corruption, le détournement, l'homme, l'éthique, etc., qui manque beaucoup au Cameroun. Mais, tout à fait. Mais après, ce que je voudrais rajouter, c'est-à-dire que nous allons à un pas de tortue. Parce que lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir en 1982, il a déclaré à Yves Mourouzi, que je sache, qu'il ferait en fait du Cameroun un pays qu'on devrait retenir après lui, que le Cameroun, c'est un Cameroun prospère. Alors, si nous prenons des métriques, et si nous essayons simplement de faire une évaluation, est-ce que le Cameroun est prospère à cette heure-ci? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent.
choses. Par exemple, Ziegler faisait remarquer que dans son ouvrage Retourner les fusils, que naturellement au niveau de l'avion présidentiel, payer à peu près 11 000 euros de frais de stationnement par jour, voilà encore des problèmes. Somdia, qui travaille avec le gouvernement, n'est pas au service effectivement de la création de la richesse pour le Cameroun. Donc ce que je suis en train de dire, il y a l'inefficacité, il y a l'inefficience et en tout cas, il n'y a pas une croissance qui est une croissance inclusive. Parlons un peu des bilans que dressent les institutions régionales, mondiales, etc. On a en novembre 2017 la Banque africaine de développement qui affirmait que l'économie camerounaise était quand même la plus robuste d'Afrique centrale, mais qu'il manquait encore un pas en avant dans la compétitivité des entreprises. Qu'est-ce qui empêche les entreprises camerounaises d'être compétitives, Simon Telga? Oui, alors je pense que cette question, faudrait peut-être en réalité la diriger vers les responsables. Parce que nous observons, moi je suis un observateur attentif de ce qui se passe au Cameroun sur le plan économique. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise au Cameroun? Parce qu'en fait, là, il faudrait peut-être définir une entreprise au Cameroun. Enfin, il y a un secteur informel qui est plus vaste que le secteur formel. Les gens vivent de l'informel au Cameroun. Moi, quand on me dit que le Cameroun est 100 000 entreprises, je l'ai lu tout à l'heure en attendant que l'émission commence, je l'ai écouté, je l'ai vu dans votre chaîne, j'étais très surpris. 100 000 entreprises. Vous savez, 100 000 entreprises, ça vous permet quand même de soulager pas mal de familles et de mettre beaucoup de gens au travail. Mais or, ce n'est pas le cas. Alors, s'il y avait 100 000 entreprises au Cameroun qui a autant de bensikiners, c'est-à-dire des mototaxis, autant de mototaxis dans les villes, moi, il y a un problème. Alors, vous me posez la question, je vais essayer d'y répondre quand même. Oui, en termes de compétitivité. Pourquoi il n'y a pas de compétitivité? La compétitivité suppose qu'on puisse s'y préparer. Alors, pour s'y préparer, il faut savoir ce que fait l'autre. Alors, la compétitivité des entreprises, c'est entre elles ou alors face aux entreprises étrangères, extérieures. Ben, il n'y a pas de capitaux au Cameroun pour concurrencer les multinationales des entreprises qui viennent d'ailleurs. Même le marché camerounais est encore un marché, à mon avis, très faible pour vraiment une vraie compétitivité. David Johnson, il y a quand même des mesures qui sont prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises. La création d'un guichet unique pour les PME, ce n'est pas une mesure efficace après vous? On ne fait pas du développement avec cela. On fait du développement avec une politique monétaire qui permet effectivement d'accompagner les entreprises pour financer ce qu'on peut appeler le besoin en fonds de roulement. Ce n'est pas en ouvrant un guichet où naturellement vous allez tout simplement faire de la distribution des produits qui viennent de l'extérieur que vous faites en fait de la croissance, du développement. Le problème du Cameroun, c'est l'inexploitation de ses ressources. C'est un problème qui est relativement très simple. Considérons que l'État est une entreprise très spéciale, unique, qui produit des externalités positives et qui doit minimiser les externalités négatives. Dans le cas des externalités positives, vous avez les problèmes d'infrastructures, de lois qui doivent gérer justement les affaires économiques. Voilà l'ensemble de ces éléments. Et quand vous essayez de poser le problème dans le cadre d'un management stratégique, vous voyez que nous n'avons pas conduit le bon diagnostic pour mettre en évidence les failles dont le Cameroun souffre, parce qu'elle est en dessous de ce que j'appelle sa frontière de possibilité. Pour cela, il faudrait d'abord poser le problème de sa vocation, de sa vision, n'est-ce pas? Donc, l'analyse en termes de facteurs, en termes de facteurs politiques, de facteurs économiques, sociologiques, légaux, qui pèsent naturellement sur le cadre qui doit définir ce que j'appellerais en fait une politique de croissance, qui soit une politique de croissance inclusive. Mais Simon Telga, il y a quand même des mesures, dites-nous quand même votre avis sur ces mesures pour soutenir le financement des PME par exemple. Des produits innovants sont à l'étude, le cautionnement mutuel, on parle de capital risque, de financement participatif. Que pensez-vous de ces solutions? Madame, ces solutions sont, à mon avis, à encourager. Mais alors, est-ce que dans la pratique, un chef d'entreprise peut compter sur une banque dont il n'a pas du tout qui n'est pas bien dirigé? Je vous parle encore une fois de la qualité des hommes au Cameroun. Je suis à parler qu'il y a des ressources humaines au Cameroun. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que l'éthique est là? Est-ce que les gens sont
ils sont conscients de ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils savent qu'ils travaillent pour leur pays? Est-ce qu'ils savent qu'il faut éviter la corruption? Est-ce qu'on a résolu ce problème du simple civisme? C'est-à-dire que vous allez créer donc ces banques-là pour donner de l'argent aux gens, enfin pour aider, hein, idéalement, c'est ça. Ce sera soutenir les PME. Oui. Les entreprises. Mais quand les chefs d'entreprise vont essayer d'aller vers ceux qui ont la décision, la signature pour donner cet argent, c'est là où le problème se pose. Ils ne l'auront pas facilement. C'est là le problème camerounais. Les moyens, on en a. Les atouts sont là. Mais les hommes, il faut changer l'homme camerounais. Je le dis vraiment comme je le pense, parce que j'y vais souvent. Il y a un problème éthique au Cameroun, fondamentalement, qui mine l'économie camerounaise, qui mine la vie sociale au Cameroun. Merci. Au-delà de l'éthique, il y a le problème du patriotisme national aussi. Et il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus. C'était le problème de liquider tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Donc, il y a la nécessité de se refonder et nous n'avons pas liquidé ces problèmes. Alors, on va clôturer sur ce volet. Merci, messieurs. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition spéciale.